Dans le tohu-bohu du vaste monde, la crise en Europe, en France également, avec encore une journée de manifestation annoncée pour demain, eh bien, quel regard porte quelqu'un qui a l'expérience de la vie politique? Jean-Pierre Chevènement, plusieurs fois ministre, est avec nous ce matin. Jean-Pierre Chevènement, bonjour. Bonjour. Quel regard vous portez sur ce mouvement dit des Gilets jaunes? D'abord, c'est un mouvement qui vient de loin. Ouais. Il résume toutes les fractures sociales, territoriales, générationnelles et même numériques qui sont accumulées depuis 40 ans. Et c'est la résultante d'un certain nombre de choix politiques, conscients ou non, mais qui ont creusé ces fractures. Je prends la désindustrialisation continue de notre pays depuis 4 décennies. Il y a eu des erreurs politiques de commises? Je crois que l'erreur principale, c'est d'avoir embrassé sans discernement le cycle néolibéral, sans prendre en considération le fait que, naturellement, il allait exercer une pression très forte sur les salaires les plus bas, du fait de l'ouverture à la concurrence des pays à très bas coût, sans prendre en considération l'effet des réformes territoriales qui ont détruit la proximité, les 13 grandes régions, trop grandes, les métropolisations, les intercommunalités également trop grandes. C'est une bonne idée de faire des coopératives de communes, mais obliger à ce qu'il puisse y avoir des intercommunalités de 15 000 habitants avec 50 communes, ça ne marche pas. On dit que c'est la révolte des zones périurbaines, rurales contre les grandes métropoles. C'est votre lecture aussi des événements? C'est le télescopage entre la périurbanisation qui a poussé un certain nombre de couches sociales pauvres loin des villes, et puis une fiscalité qui a été ressentie comme punitive, une conception de l'écologie qui a fait peser sur les couches les plus pauvres le poids de ces revalorisations du prix de l'énergie et du gazole. Il y a une ambiance de lutte des classes dans le pays aujourd'hui. Il est certain que c'est un aspect de la lutte des classes, mais je dirais qu'il y a des réponses démocratiques. Il faut écouter le peuple. C'est ce que semble faire le président de la République, qui a réussi sa première prestation. Maintenant, 13, c'est beaucoup. Et de toute façon, cette démocratie de préau à la télévision ne suffira pas, même si c'est un bon exercice. C'est un bon exercice. C'est un bon exercice. Auquel la France n'est absolument pas habituée. Elle n'y est pas habituée, le président de la République non plus, mais je dirais qu'il a réussi son examen de passage. C'est un passage nécessaire, là, aujourd'hui. C'est un passage nécessaire, mais ça ne suffit pas. D'accord. Comment on sort de là, alors, monsieur Chevènement? Je crois qu'on n'évitera pas de donner la parole au peuple, qui doit s'exprimer par le canal du suffrage universel. Alors, ça peut être un référendum à questions multiples. Ça se discute. Mais je crois surtout que ce sont nos institutions qui sont grippées. Et elles sont grippées par le quinquennat. Je le dis d'autant plus sincèrement que je n'étais pas hostile au départ au quinquennat. Il bloque le pays, le quinquennat, sur le Absolument. Il plan était politique. prévu pour empêcher la cohabitation. Vous étiez contre la cohabitation, vous l'avez dit plusieurs fois. J'étais plutôt contre, mais je constate que les inconvénients du quinquennat sont plus lourds que ceux auxquels il prétendait remédier. C'est-à-dire qu'il aboutit à une rigidification excessive de la démocratie en France. C'est vraiment la verticalité, point final, une élection tous les 5 ans, un Parlement qui est de la couleur du président de la République. Par conséquent, il n'y a plus de débat. Il faudrait revenir au septennat? Alors, je pense qu'on pourrait annuler ce référendum de 1900... De 2002. 2001, 2001, si je me souviens. Oui, 2001. On pourrait annuler ce référendum, on reviendrait au septennat. Non renouvelable? Ça se discute. Ça se discute. On pourrait instaurer un sexennat, 6 ans. L'essentiel, c'est de déconnecter les deux mandats, de donner une respiration, de revaloriser le Parlement, de faire que l'élection législative serve à autre chose que de donner ou pas, donner en général, une majorité au président de la République. Par conséquent, aller vers ce que Michel Debré appelait jadis le parlementarisme rationalisé. Parce que la démocratie ne se passe pas d'une certaine horizontalité. Alors, il y a 2 types de commentaires qui sont faits. Il y a des commentaires qui sont faits par les Gilets jaunes qui disent « Nous, on veut la parole », c'est-à-dire qu'on veut le référendum d'initiative citoyenne.
un peu à la Suisse, à la Scandinave. C'est quelque chose qui, d'après vous, peut être une respiration de cette démocratie? Alors, ce référendum d'initiative citoyenne doit être très encadré, et il l'est en Suisse. Ce n'est pas parce que les citoyens sont exprimés dans un sens que les choses automatiquement se traduisent dans la loi. Il y a toute une procédure entre les assemblées élues suisses, on tient compte des traités, et puis on vote une loi. Donc, ça n'est pas aussi simple que ce qu'on nous dit. Deuxième observation, il y en a qui disent, bon, on est dans un régime qui est très présidentiel, même s'il est semi-présidentiel, mais avec un homme, il n'y a jamais eu de femme, très fort. Est-ce qu'il faut carrément changer de régime et supprimer cette fonction quasi monarchique qu'est celle du président de la République? Pour moi, non. Oui. Il faut Vous avez été candidat à l'élection présidentielle. Il faut revenir à l'inspiration du discours de Bayeux, du général de Gaulle, en 1946. Le président de la République est le garant du long terme. Il a en vue les intérêts généraux de la nation, il les défend. Et puis, naturellement, l'Assemblée nationale traduit les humeurs changeantes du pays, et il y a un gouvernement qui a la plénitude d'un certain nombre de responsabilités, qui gouverne avec, en arrière-plan, bien sûr, la statue du président de la République. Je pense que ce système était équilibré dans l'esprit du général de Gaulle. C'était en même temps une monarchie républicaine, si on veut, encore qu'il n'a jamais employé cette expression, et un parlementarisme rationalisé. Donc il faut tenir cet équilibre. Actuellement, il est détruit, il faut y revenir. Et on pourrait y revenir en dissolvant l'Assemblée nationale à un moment T, pas forcément aujourd'hui, mais dans 2 ou 3 ans, parce que automatiquement, on aurait ainsi cette déconnexion entre la durée des deux mandats. La présidentielle et la législative. Cette dissolution, elle pourrait intervenir aussi à l'issue de ce grand débat, non ? À mon avis, c'est trop tôt, parce qu'il faut réformer le mode de scrutin, introduire une part de proportionnel. Ça, vous êtes pour ? Faire un découpage, dans une certaine mesure, mais minoritaire. Dans le projet de réforme des institutions du président de la République, on était de l'ordre de 15% de proportionnel. Ça vous paraît suffisant ? Certains demandent 30%. Il faut que tout le monde puisse s'exprimer. Disons 15%, oui, je suis plutôt pour. 15-20%, ça se discute. Mais il faut ensuite redécouper les autres circonscriptions, surtout si on veut réduire le nombre de députés. Je crois que ce sera difficile, si on veut garder la représentativité des députés. J'ajoute que pour moi, la suppression de tout cumul a été une erreur. Parce qu'on a enlevé sa chair aux députés, on en fait un être transparent. Il ne représente plus un territoire. Et garder la possibilité de faire un mandat exécutif, c'est aussi une manière d'ancrer le parlementaire dans le réel. Dans le réel. Alors, cette crise que nous connaissons en France, d'une certaine façon, elle existe chez nos voisins européens. On le voit à travers le Brexit en Grande-Bretagne, on le voit en Italie, on le voit d'une certaine façon aussi en Allemagne, dans certains pays du Benelux. Et tout cela à quelques mois de l'élection européenne. Ces élections européennes, à votre avis, vont-elles signer le triomphe des nationalistes et des populistes de tout poil ? Alors, d'abord, cette crise exprime partout les fractures sociales, territoriales que vous évoquiez au début. Que j'évoquais tout à l'heure. On peut dire que c'est l'effet d'une mondialisation libérale dont Emmanuel Macron avait annoncé la fin dans ses vœux, mais on aimerait que la politique qu'il fait aille dans le sens d'un nouveau cycle à inventer, qui ne serait plus le cycle néolibéral en voie de se terminer. Alors ça, c'est mon premier point. Deuxièmement, les élections européennes. Tout le monde voit bien que ce qui se passe aujourd'hui apporte de l'eau au moulin de l'extrême droite. Le parti de Marine Le Pen va faire un score, ça c'est à peu près évident. Et je pense qu'il faut être capable de penser une réponse aux problèmes des Français, au sentiment d'insécurité qu'ils expriment, et il faut une réponse républicaine énergique. Or, aujourd'hui, je ne la vois pas. Y compris de la part du président de la République ? Le président de la République, c'est autre chose. Je fais toujours confiance aux institutions de la Ve République, parce que le président doit prendre en compte l'intérêt national. Mais je constate que son parti se comporte plutôt comme la coagulation des centres
que comme un parti de salut public, ce qui serait nécessaire face à la montée de l'extrême droite. D'accord. Et je crains que les élections européennes, qui n'ont pas une très grande importance, parce que n'exagérons pas, les élections européennes, ça a toujours été une élection où on se focalise sur les enjeux de politique intérieure. Ouais. Mais je crains que partout en Europe, eh bien, ces élections traduisent une poussée de mouvements eux-mêmes hétérogènes, qu'on qualifie à mon avis abusivement de populistes, parce qu'il faudra aussi s'interroger sur la politique des élites. Bien sûr. Car les deux vont de pair. Ouais. Je pense que les élites devraient bien s'interroger sur les raisons qui font que les peuples sont aujourd'hui indisciplinés. Le Brexit, est-ce que on se dirige, vous allez me dire que vous n'en savez rien, mais vers une sortie sèche de la Grande-Bretagne? Est-ce que c'est souhaitable, d'une certaine façon, qu'on rompe les ponts avec la Grande-Bretagne? Ce n'est pas souhaitable, la géographie a ses lois, Ouais. mais en même temps, c'est maintenant probable. Car le compromis, à mon avis, équilibré qu'avait négocié Mme May a été rejeté par la Chambre des communes. Donc il faut savoir ce que les Britanniques veulent, c'est à eux de le dire. Ils n'ont jamais été vraiment dans l'Europe, les Britanniques. Ils n'étaient pas dans Schengen, ils n'étaient pas dans l'euro. C'est toute leur histoire. Ils se méfient de l'Europe, ils se méfient de la domination continentale, soit par les Français, soit par les Espagnols, soit par les Allemands. Aujourd'hui, c'est plutôt les Allemands. D'accord. Vous sortez un livre très vite, très bientôt, mi-février, dans une très belle collection, la collection Bouquins chez Lafon, qui va s'appeler Passion de la France. Qu'y a-t-il dans ce livre, Jean-Pierre Chevènement? Eh bien, j'ai utilisé le mot passion au double sens du terme. C'est la passion que j'ai pour mon pays, qui est quand même liée à mon histoire. Je suis né juste avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale. J'ai vu l'occupation, et j'ai quand même des souvenirs anciens. Donc c'est 50 ans de vie politique consacrée au relèvement de la France, mais il ne faut plus que la vie d'un homme. Et d'autre part, passion, c'est aussi souffrir, patere, en latin. Souffrir, c'est la souffrance de la France qui ne sait plus très bien où elle en est. Elle n'a plus de repères clairs. Et je voudrais les lui redonner à travers un demi-siècle de combat pour les jeunes générations qui ont besoin, je dirais, d'un cap politique clair sur le long terme. Vous êtes optimiste pour l'avenir? Pour la France, je suis toujours optimiste. Vous êtes toujours optimiste. Il ne faut jamais désespérer. On continue avec Jean-Pierre Chevènement qui est dans nos studios ce matin et Jérémy Pontieux qui vient poser vos questions, chers internautes. Bonjour Jérémy. Bonjour Yves, bonjour Monsieur Chevènement. Bonjour. Alors, première question de Bito qui nous a écrit directement pour nous dire « Monsieur Chevènement, j'admire votre carrière. Récemment, nous vous avons vu apporter un soutien au président Macron, alors que celui-ci, manifestement, défend une ligne tout à fait opposée à la vôtre. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ce soutien ?» Alors, vous pouvez préciser peut-être à cet internaute. Je me souviens qu'ici même, vous aviez dit que Macron figurait parmi les quelques personnalités politiques de valeur pour l'avenir en France. Je pense que Emmanuel Macron a été élu pour 5 ans. Il doit aller au terme de son mandat. Mais la Constitution lui donne une responsabilité qu'il ne doit pas oublier. Il doit défendre l'intérêt national. Donc je ne désespère pas complètement du président Macron. Je pense qu'il est intelligent. Il a même une capacité à redresser ses erreurs. Du moins, je la lui prête. Et par conséquent, s'il y avait une alternative, je vous la dirais. Or, actuellement, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'alternative, vous ne voyez pas dans le paysage politique d'hommes ou de femmes? Je ne vois pas d'offre politique à la hauteur. Je dirais qu'il soit à la hauteur des défis que nous avons devant nous. Donc il faut bâtir à ce moment-là une autre offre politique. Mais... Denis a une question assez précise. Il nous dit « Que pensez-vous d'une remise à plat générale de la fiscalité? Si vous y êtes favorable, quels devraient en être les axes directeurs ?» Quels devraient en être? Quels devraient en être, pardon. Les impôts sont toujours désagréables à payer. Je ne connais personne qui aime payer des impôts. Qui aime payer des impôts. Par conséquent, il n'y a pas de solution qui puisse satisfaire tout le monde. Disons qu'une fiscalité plus simple et plus juste serait quelque chose qui serait peut-être mieux supporté par les Français. Elle est trop bureaucratique parce que... Elle est trop compliquée. Parce qu'on a un modèle social qui coûte cher aussi, hein. Il faut le... Donc, bien sûr, il faut le dire. Oui. On ne peut pas à la fois demander plus de services publics dans nos campagnes et puis moins d'impôts. Bien sûr. On ne peut pas demander plus de prestations sociales, plus d'avantages et moins de contributions. Il y a un équilibre, droit et devoir. C'est ce qu'on appelle la citoyenneté.
Et c'est ce qui manque un petit peu dans le mouvement des Gilets jaunes. Leurs revendications ne sont pas hiérarchisées, elles ne sont pas portées par un parti politique. Ce n'est pas une critique que je leur fais. Bien sûr. Alors, je pourrais en faire d'autres. C'est que naturellement, des mouvements violents se sont greffés sur les Gilets jaunes, et je ne peux que condamner ces mouvements violents, notamment à l'égard des policiers et des gendarmes. C'est inacceptable. Et je crois qu'il faut le rappeler, la République n'est pas un régime de faiblesse. C'est un régime qui doit être défendu parce qu'il permet, en définitive, il doit permettre l'expression du peuple. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a défendu aujourd'hui l'utilisation par les forces de l'ordre du lanceur de balles de défense controversé. Il a même dit « je ne vois pas ce qu'on pourrait mettre dans les mains des policiers à part cela ». Grava nous dit « supprimons cette arme, nous sommes le seul pays à l'utiliser en Europe ». Quel est votre avis sur cette question? Est-ce que Vous avez été ministre de l'Intérieur. Je pense qu'il y a une violence contre les policiers et les gendarmes qui s'est exprimée depuis plusieurs années d'ailleurs. Les zadistes, Notre-Dame-des-Landes, je pourrais citer beaucoup d'exemples, des policiers qui ont failli périr dans leur voiture incendiée. Ouais. Il y a une violence qu'on ne peut pas accepter. Par conséquent, les policiers ont le droit de se défendre. Alors, a-t-on trouvé mieux que... Alors, le flashball a été remplacé par ces balles de défense. Ouais. Est-ce qu'il y a mieux? Il faut regarder. En tout cas, il faut rappeler aux forces de l'ordre, naturellement, qu'elles peuvent utiliser ces moyens dans le cadre de la légitime défense. D'accord. La France déclenche son plan lié à un Brexit sans accord et un internaute se demande si cette perspective vous effraie-t-elle? Elle ne m'effraie pas parce que je pense qu'on reviendra forcément à une formule préservant le marché unique. Donc il y aura des péripéties, il faudrait que les Britanniques sachent ce qu'ils veulent. Pour le moment, nous sommes un peu dans l'expectative. Des universités refusent d'augmenter les frais d'inscription pour les étrangers et Shanghai nous dit sanction immédiate pour ses présidents. Ils n'ont pas discuté les choix de leur administration de tutelle. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose à faire peut-être pour les universités, ou en tout cas la mesure est-elle bonne? Alors, il faut rappeler quand même qu'on fait payer. Il est question de faire d'augmenter les frais d'inscription, pour les ressortissants, les étudiants étrangers hors Union européenne. Mais on se fixe en même temps des objectifs d'attractivité pour l'université française qui vont à l'encontre de cette multiplication par 8 ou 9, je crois, des droits d'inscription. C'est excessif. Pour moi, c'est excessif. Ouais. Ou alors il faut compenser cela par un système de bourse, mais ce qui est proposé n'est pas à la hauteur. Par conséquent, je comprends la réaction des présidents d'université, même si juridiquement, évidemment, ils ne sont pas en situation de force. Vous êtes satisfait de voir que l'immigration fait partie des thèmes du débat ouvert par le président de la République? Oui, mais je doute que le système des quotas soit la bonne mesure. C'est pas la bonne mesure? Je pense que c'est toujours difficile à appliquer parce que nous avons déjà le droit à la vie privée et familiale, Oui. Nous avons les étudiants que nous voulons attirer, nous avons l'asile. Et je pense qu'il arrive un moment où il faut dire, eh bien, c'est pas la question du quota, mais le niveau général de l'immigration qu'on accepte. Et pour le reste, vous savez, c'est souvent une affaire de cas par cas. D'accord. Dernière question. Dernière question, c'est sur le Figaro.fr qu'elle est posée. Le commentaire nous dit, vous qui connaissez la province, il cite Belfort, êtes-vous pour le retour aux 90 km/h? Ah. Oui. Oui. C'était une bêtise d'imposer cette limitation de vitesse? Non, ce n'est pas une bêtise, mais c'est ne pas tenir compte justement des Français tels qu'ils sont et de cette périurbanisation dont nous parlions, du fait que beaucoup de gens travaillent maintenant loin de leur domicile. Et quand il n'y a pas... Alors il y a peut-être des tronçons, il faut mettre une limitation à 80, peut-être même à moins. Mais il y a des routes départementales, j'en connais, qui franchement ne le demandent pas. Donc un peu plus de tact et un peu moins de généralité. Merci de vos réponses, Jean-Pierre Chevènement, qui nous ont éclairés et qui ont formulé quelques propositions pour l'avenir. Alors que vous allez sortir un livre bientôt, mi-février, dans la collection bouquins chez Lafon, Passion de la France. Merci à vous, merci chers internautes d'avoir posé vos questions via l'excellent Jérémy Pontieux. Et à lundi, si vous le voulez bien.